Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. C'est les deux piliers essentiels de la vie avec l'eau. Exact. Oh là là, transition, rappel, enfin non, un rappel. Anticipation, Anticipation. on prépare l'émission et tout ça. Voilà, parce que de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? Alors aujourd'hui, comme on est dans la semaine du podcaston, on s'est dit qu'on allait y participer avec les plus de 300 créateurs qui s'engagent pour soutenir des associations. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un des programmes de l'UNICEF, ou en tout cas, on va parler de pourquoi l'eau, c'est important. Oui, Et on vous en reparle un petit peu à la fin de ce sujet. tout à fait. Et on reparlera aussi de Catherine de Russie et puis de ses frasques sexuelles, mais ça n'a rien à voir. C'est Parce moins important. Voilà, il faut finir sur une note légère, quoi. C'est ça. Parce que donc c'est moi qui commence en parlant de l'eau des anges. D'accord. Euh, De la ville des anges. L'eau de la ville des anges, l'eau à Los Angeles. Et on va parler d'un certain William Mulholland. Que les fans de cinéma connaissent. Voilà. Mais bon, commençons par citer un des plus grands philosophes du XXe siècle. Hein. J'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'espère pas. J'espère que non, pardon. Ne trahissons pas sa pensée. S'il te plaît, effectivement. Tu as reconnu la prose inimitable de Jean-Claude Van Damme. Mais ces mots auraient pu être prononcés donc par notre héros du jour, William Mulholland, que donc les fans de cinéma connaissent pour le film de David Lynch, Mulholland Drive. Qui est une rue, enfin je sais pas si c'est vraiment une rue, mais... C'est une route. C'est une route de Los Angeles, sur les collines. Mm-hmm. Donc effectivement, pour ceux qui connaissent Los Angeles, il y a le Mulholland Drive, la route, mais il y a aussi le Mulholland Highway, le Mulholland Dam, donc le barrage Mulholland, et la fameuse Mulholland Middle School, que tu connais sûrement, vu que tu as vécu à Los Angeles. J'ai vécu à Los Angeles, mais j'ai fréquenté peu d'écoles élémentaires. Ouais. Ah bon? Oui. C'est étrange. J'étais à l'école, mais un peu plus... un peu moins élémentaire. Ouais. Bref, on l'aura compris, William Mulholland, c'est un héros pour les Angelinos, car tel Dieu dans la Genèse, il leur a amené de l'eau, beaucoup d'eau, un peu trop d'eau même à un moment donné, d'un coup, on va en reparler vers la fin. Mais avant de plonger donc dans les aventures aquatiques de ce cher William, plantons un peu le décor, on va parler de Los Angeles donc. Ouais. Et donc tout commence au néolithique. Non, je déconne. Mais ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Voilà. Le néolithique en Californie, c'est 1830, 1840. C'est ça. Non, alors il y a quand même des gens, des locaux au néolithique à l'époque. Mais donc on s'en fout. Los Angeles est fondé en 1781 par 11 familles espagnoles, enfin de colons espagnols, oui. Enfin un peu des descendants d'esclaves, on va pas se mentir, sur le site d'un village indigène, enfin d'Indiens, à qui on a donné l'opportunité de construire une mission, la mission San Gabriel à côté pour les moines franciscains, en échange de rien. Voire la vie sauve, peut-être. Voilà. Et la parole de Dieu, l'amour de Dieu, quand même. C'est beaucoup. Et le baptême. Donc, ces 11 familles s'installent au bord quelques encablures de la Los Angeles River, qui forcément s'appelle pas comme ça à l'époque, mais ils fondent donc un pueblo, le pueblo de Nuestra Señora de Los Angeles des Porciuncula. D'accord. Je prononce pas très bien l'espagnol. Bah, il y a port et incula. Non, c'est un seul mot, Porciuncula. Et étymologiquement, donc... Oui, peut-être. Je ne sais pas ce que veut dire incula. Je ne sais pas. Donc, 1780, fondation de Los Angeles. La Los Angeles River, à l'époque, c'est une petite rivière qui traverse une plaine. Hein. Alors, on est dans un climat semi-aride. Elle a une petite tendance à s'assécher pendant l'été et à déborder en hiver au moment de la fonte des neiges au printemps. Mais du coup, ça fait une plaine alluviale, donc c'est un peu fertile. Ça fait une moyenne. Ouais, non, mais c'est plutôt fertile. Donc 11 familles, ça va, quoi. Bref, sautons un petit peu les étapes. Ils sont 12 familles. Non, en 1827, le pueblo de Los Angeles est le plus gros pueblo de Californie. Enfin, de Alta California, oui. La région mexicaine maintenant, puisqu'il en a eu l'indépendance.
Et en 1850, 2 ans après l'annexion de la Californie par les États-Unis, Los Angeles est une charmante bourgade de 3480 habitants. Ce qui, pour l'époque, avec l'inflation, maintenant... Non, alors, 1850, si tu connais un petit peu l'histoire de la Californie, c'est 2 ans après le début de la ruée vers l'or, Oui. qui amènera 300 000 personnes quand même en Californie, mais surtout vers le nord, puisque l'or est plutôt du côté de San Francisco. Mais c'est le moment où Los Angeles devient la queen de Cow Counties, puisque, en fait, à défaut d'or, on y élève des vaches qu'on va tuer pour nourrir les prospecteurs du Nord. C'est aussi une ville sans foi ni loi. C'est la ville la plus dangereuse des États-Unis à l'époque. Enfin bon, ça va, tranquille, quoi. C'est façon un peu Deadwood, quoi. Non, le boom de Los Angeles, en fait, arrive en 1876 avec le train qui la relie à San Francisco. Puis, en 1885, quand elle est reliée à Santa Fe et au réseau de la Southern Pacific. Et surtout, en 1892, quand on découvre du pétrole à côté de Los Angeles. Je ne savais pas, mais en 1923, Los Angeles produit un quart du pétrole mondial. C'est du offshore, non? Un petit peu. Il y a un peu d'offshore, non, mais il y a des champs aussi de pétrole. Alors bon, là, on est encore sur une ville qui n'est pas très grosse, hein, mais ça ramène du monde. Bon, puis évidemment, au début du XXe siècle, l'industrie du cinéma qui trouve que c'est quand même cool qu'il fasse beau tout le temps pour pouvoir tourner toute l'année et pas seulement en été, et qui donc s'installe à Los Angeles. Alors moi, j'avais entendu une autre raison pour l'installation à Los Angeles, en plus de ça, c'est que tous les équipements de cinéma ont été brevetés par Edison, et que les gens n'avaient pas trop envie de payer des royalties à Edison. Donc ils se sont dit, mais du coup, où est-ce qu'on se met le plus loin possible de lui pour pas qu'il vienne nous emmerder? Mais toujours aux États-Unis. C'est possible. C'est possible. Bref, tous ces facteurs font qu'entre 1870 et 1900, la population de Los Angeles est multipliée par 20. Ah oui, quand même. Passant d'un peu plus de 5000 habitants à plus de 100 000, donc vers 1900. Or... Comme un été à Monaco. Plus ou moins. Or, le climat reste semi-aride et la Los Angeles River ne fait aucun effort pour ramener plus d'eau à Los Angeles. Et donc, très vite se pose la question de comment est-ce qu'on va approvisionner cette ville champignon en eau. Alors qu'il y a la mer à côté. Alors qu'il y a la mer à côté, mais que les gens ont la seule habitude de ne pas boire d'eau salée et de vouloir se laver, par exemple, arroser leur jardin, tout ça. Bon, ça pose des problèmes. Mais pour les vaches, on peut pas utiliser l'eau salée? Alors les vaches, ça va. En fait, pourquoi est-ce que c'est surtout à l'époque, fin du 19e siècle, pourquoi c'est la reine des comtés des vaches? Parce que tu as moins besoin d'irriguer pour les vaches. Tu peux les laisser paître un petit peu avec l'herbe qui pousse plus ou moins naturellement. Mais même aux États-Unis, tu peux pas faire bouffer que de la barbaque aux gens. Il faut quand même faire un peu des légumes et donc il faut faire de l'irrigation. Et là, c'est plus compliqué. Et là, c'est un peu plus compliqué, et donc on arrive à notre problème du jour, d'où vient l'eau de Los Angeles. Dans les années 1850, la ville est alimentée par une série de canaux et de fossés qui sont creusés directement depuis la rivière, quoi. Et, ou la mer? Non, la rivière, c'est irrigué à partir de la rivière, parce que en fait, le centre de Los Angeles, c'est pas au bord de la mer. Enfin, c'est à 10 bornes, mais c'est pas complètement au bord de la mer. Je pensais à Venise, où il y a des canaux. Ah oui, mais non, mais là, c'est différent. En 1857, le conseil municipal finit par se dire que ça serait pas mal d'avoir un système de canalisation, parce que, en fait, les canaux et les tranchées, ça devient vite fait des égouts à ciel ouvert, quand même. Sauf que, alors, ils savent pas faire, donc ils chargent un certain William Dryden de fabriquer donc ce réseau. Mais Dryden, alors il sait faire plein de trucs dans sa vie. Il a été notaire, procureur, interprète, journaliste, agent secret pour la République du Texas, capitaine de la milice du Nouveau-Mexique, mais pas ingénieur. Mais pas plombier, quoi. Ni plombier, ni ingénieur hydraulique. Bon, il va quand même construire un réservoir en briques et en bois sur la Los Angeles Plaza, donc au centre de la ville, qui va alimenter par un aqueduc entre gros guillemets en bois qui est relié à la rivière et un réseau de canalisation en bois, elles aussi, qui alimente une bonne dizaine de maisons quand même. Des maisons en contreplaqué.
Ouais, bon, après, on est en 1857, hein, donc des maisons, il n'y en a pas non plus des Ouais, dizaines. il y a 11 familles. Hein. Oui, ils sont encore que 3-4 000, donc ça va, mais... Bon, forcément, tout ça, c'est pas très solide. Dès qu'il pleut un peu fort, ça fuit de partout. Et en décembre 1861, quand il pleut vraiment beaucoup, il y a un orage. L'aqueduc en bois, il s'effondre. Les canalisations, elles explosent. Dryden jette l'éponge. Alors, d'autres pionniers offrent leurs services à la ville pour améliorer le système, mais à chaque fois qu'il pleut un peu trop ou qu'il y a un mouvement de... parce qu'on est quand même pas très loin de la faille de San Andreas, donc il y a un peu des tremblements de terre aussi. Tout se pète la gueule et les mecs abandonnent quelquefois au bout de 6 mois. Il y en a même un qui va se suicider de honte en plein conseil municipal. C'est un ancien maire et tout, il avait dit « Ouais, mais vous inquiétez pas, moi je vais le faire » et tout. Bref, c'est pas facile. c'est pas facile. Et en 1868, le conseil municipal décide que vraiment on sait pas faire et donc on va s'en remettre, je cite, à l'égoïsme éclairé du secteur privé. Ce qui est donné de belles choses à Los Angeles. Oui. Ils aiment bien le secteur privé à Los Angeles. Si vous êtes déjà allé à Los Angeles, voilà, le secteur privé, et notamment le secteur automobile, a modelé la ville. Voilà. La main invisible du marché faisant bien les choses, il se trouve qu'au même moment, 3 hommes d'affaires de Los Angeles, dont Salomon Lazare, cousin des fondateurs de la banque, Lazare, et donc français, et Prudent Baudry, lui aussi français, ancien maire de Los Angeles, et mania de l'immobilier local, cherchent une nouvelle affaire. Et donc, les 3 hommes fondent la Los Angeles City Water Company et obtiennent une concession de 30 ans sur les droits de l'eau de la Los Angeles River et l'approvisionnement en eau de la ville. Le tout à travers un processus d'appel d'offres... clair, précis et transparent. Disons qu'ils ont une approche macroniste du conflit d'intérêts et de l'appel d'offres. Bref, la concession est donnée et les 3 business angels de la Los Angeles City Water Company, qui sont pas plus ingénieurs que leurs prédécesseurs. Oui, hein. Mais eux, ils ont plus d'argent. Voilà, ils ont plus de moyens à investir. Et donc, ils investissent et ils engagent des gens qui savent un petit peu faire. Alors, ils le font un peu, hein, juste assez pour remplir les grosses lignes du cahier des charges. Pas assez pour qu'il y ait assez de pression dans les bouches d'incendie, par exemple. Mais c'était pas dans le cahier des charges. Le feu, c'est pas très grave. Voilà. Surtout qu'à un moment donné, ils veulent faire payer l'eau des bouches d'incendie à la ville. Et la ville leur dit « Non, mais attendez les gars, vous déconnez ou quoi ? C'est pour sauver tout le monde quand même. » Et puis, dans le cahier des charges, il y a marqué que c'est que l'eau potable et utilisée par des organismes privés. Enfin, des gens ou des entreprises que vous devez faire payer, pas les pompiers. Ouais, mais bon. Bon, voilà... Nos 3 égoïstes éclairés, ils sont pas là pour faire de l'assistanat non plus. Atlas, il va shrug si ça continue. Ils vont faire la grève générale. C'est ça. Ils sont beaucoup moins économes quand il s'agit d'investir dans le rachat de la concurrence, parce qu'il y en a quand même un petit peu, dans les villes avoisinantes. Ou quand il s'agit de construire un tunnel secret sous la Los Angeles River pour en extraire 150 fois plus d'eau que ce qui était permis dans le cahier des charges, le tout pour irriguer les terres qui sont juste en dehors de Los Angeles. Bon, alors, qui vont quand même produire des fruits et légumes que les gens mangent. Mais voilà, c'est pas... Des avocats et des pistaches. Ouais. Bref, l'égoïsme éclairé de nos 3 compères n'éblouit pas la population de Los Angeles par leurs efforts. Mais sans le vouloir, ils vont mettre le pied à l'étrier à 2 hommes qui vont sauver Los Angeles en leur apportant l'eau. D'abord, Frederick Eaton, fils du président fondateur de la colonie de Pasadena, donc bien né. Pasadena qui est donc dans le comté de Los Angeles. Qui est dans le comté de Los Angeles, qui donc à l'époque est un ranch en fait, un gros ranch, mais qui marche bien, parce que c'est dans la vallée qui est juste au-dessus. Ça marche bien, et Frederick Eaton, il est aussi ingénieur hydraulique autodidacte, parce que il est, dès l'enfance, il est passionné par les canaux d'irrigation sur le ranch de son père, mais vraiment, il est vraiment passionné par ce truc-là, et il se fait engager à 15 ans par la Los Angeles City Water Company, et il en devient superintendant ingénieur à 19 ans. Ah oui, mais il est bien né, cela dit.
Il est bien né, non mais il est jeune, hein, certes, 19 ans, mais en fait, dans le fond, il est vraiment pas con. Et c'est une vraie passion, la mécanique des fluides pour lui. Et donc, bon, bah voilà, la carrière de Frederick Eaton est lancée. Et deuxième homme, donc, William Mulholland, notre héros du jour, que Frederick Eaton, en fait, engage initialement pour la maintenance des canaux d'irrigation et d'approvisionnement. Parce qu'en gros, tout homme capable de manier une pelle est capable de faire. Oui. Hein, parce qu'il suffit de creuser des trous, quoi. Et de retirer les trucs qui bloquent. Voilà. Sauf que William Mulholland, c'est pas n'importe qui. Bon, d'abord, il est irlandais. Donc l'eau, il aime pas trop. C'est ça. Pas trop ce que ça vient faire là-dedans, mais bon, il est irlandais. Il est né en 1855 à Belfast. Ah oui, il est irlandais comme nous on le définit, pas comme les Américains le définissent. Ah ouais, non, c'est un vrai irlandais. Puis il est né à Belfast, mais il a grandi à Dublin, hein, donc Ouais, c'est pas son arrière-grand-père est irlandais. Non. C'est un vrai irlandais, donc qui est né à Belfast, grandi à Dublin. Son père est employé des postes, veuf, et un peu à cheval sur l'éducation de ses garçons, qui fait surtout à coups de martinet, quoi. Donc, William se barre de chez lui à 15 ans pour s'engager dans la marine marchande. Il va faire 4 ans d'aller-retour entre l'Angleterre et l'Amérique. Il va ensuite débarquer à New York. Il va se faire bûcheron dans le Michigan. Puis, il entend parler de la Californie, il trouve que c'est cool. Son frère le rejoint. Ils achètent un ticket sur un bateau qui va jusqu'au Panama. Comme ils n'ont plus de blé, ils traversent l'isthme à pied. De l'autre côté, ils se font engager comme marins, William en ayant l'expérience, ce qui les permet de remonter jusqu'à San Francisco. De là, ils achètent des chevaux et ils descendent vers Los Angeles. Vous avez vraiment décidé d'aller à Los Angeles. Ouais, ils veulent aller à Los Angeles, c'est leur rêve et tout. Ok, on y va. Bon, en chemin, ils s'engueulent, mais qu'importe. William, lui, arrive à Los Angeles et il se fait engager pour creuser un puits artésien près de Long Beach. Donc pas à Los Angeles même, mais pas loin. Donc un puits artésien, c'est tu creuses jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau qui sorte toute seule, quoi. Oui. Il n'y a pas de pompe, il n'y a rien. Voilà. Et là, il découvre sa véritable passion, la géologie et l'ingénierie hydraulique. Parce que lui aussi, quand il voit de l'eau couler, il bande. Et il a le caillou absolu, du coup. Alors, pas tout de suite, parce que il est autodidacte, lui aussi. Mais en fait, donc, en creusant ce premier puits, il va tomber sur des fossiles. Et il trouve ça passionnant qu'il y ait des fossiles sous terre. Et voir de l'eau jaillir toute seule, il trouve ça incroyable aussi. Et donc, il veut faire ça de sa vie. Mais dans Los Angeles, il y a un puits de fossiles. Oui, bah à côté du musée, là. À côté du musée. Là où il y a le lac de bitume. C'est ça, le lac de bitume. Alors qu'il y a du bitume naturel, pour le... Oui. Mais dedans, il y a des animaux qui sont morts. Et donc... qui ont été préservés. Quand William Mulholland il a une idée en tête, il la lâche pas. Donc cette histoire de les puits, c'est ma nouvelle passion, bah, il la garde en tête. Il va s'essayer à l'orpaillage en Arizona, mais il trouve que ça manque d'ingénierie, parce que finalement, c'est juste passer l'eau de la rivière à la passoire, quoi. Et donc, il va retourner à Los Angeles et se faire engager par Eaton à la Los Angeles City Water Company pour manier la pelle et creuser des canaux et des trucs comme ça. Et pendant les premières années, dès qu'il a du temps libre, soit il lit des bouquins d'ingénierie, soit il arpente Los Angeles et la Los Angeles River pour apprendre tout ce qu'il peut apprendre sur le cours de la rivière, l'irrigation, etc., etc. Mulholland, il est engagé en 1878. En 1880, c'est lui qui supervise l'installation de canalisation en métal, enfin, dans tout Los Angeles. Et en 1886, quand Frederick Eaton démissionne pour se lancer en politique, c'est William Mulholland qui prend sa place de superintendant ingénieur à la Los Angeles Water Company. Voilà. Eaton, donc, il se lance en politique et il est très vite élu City Engineer. Bon, c'est un truc qui n'existe pas en France, mais il est élu chef de la DDE, quoi. Ouais. Plus ou moins, comme on élit tout le monde aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. Et il va superviser la construction d'un système d'égout pour la ville. Parce que la Los Angeles City Water Company, on lui a dit qu'il fallait l'amener l'eau. On lui a pas dit qu'il fallait l'enlever. Après, le reste... Vous démerdez, nous on a été payés que pour l'amener. Il y a des caniveaux. Voilà. Et puis vers la fin des années 1890, comme la concession de la Los Angeles Water City Company arrive à son terme, et comme clairement le service est pas optimal... Mais il est mieux qu'avant. Ouais, certes, mais il reste un peu lamentable. Tout en étant hors de prix pour le consommateur, hein, ils font payer ça hyper cher alors qu'ils se font des dividendes d'enculés. Enfin, c'est vraiment
l'égoïsme éclairé qui bat son plein, Frederick Eaton va faire campagne pour devenir maire de Los Angeles sur la municipalisation de l'approvisionnement en eau. Ça doit bien plaire aux... Eh ben, ça marche. Il se fait élire maire de Los Angeles en 1898, quelques mois après la fin de la concession, et il va utiliser son mandat de 2 ans pour essayer de vraiment municipaliser l'approvisionnement en eau. Et tout le monde est plus ou moins d'accord. Hein. Frederick Eaton, c'est pas un communiste de base. Mais c'est tellement pourri ce que fait la Los Angeles City Water Company que tout le monde est là genre non. Pour l'eau, c'est mort. Pour les transports en commun, oui, d'accord, on peut laisser privatiser, mais l'eau, non, ça va pas. Évidemment, nos égoïstes éclairés du début, ils vont pas se laisser faire. Hein, ils vont demander 3 millions de dollars pour céder. On est en 1898. Ouais, hein. c'est ça. Donc 3 millions de dollars. C'est le prix de la ville. Ouais, plus ou moins. Pour céder leur réseau à la ville. En fait, non, il est estimé à la moitié. À 1,5 million. La bataille juridique va durer 5 ans avant que Los Angeles, la ville, arrive à remettre la main sur la distribution d'eau. Un des points de contentieux dans cette bataille juridique, c'est que la ville exige d'avoir les plans du réseau de canalisation qu'a mis en place, les plans du réseau qu'ils vont acheter aussi. Oui. Bon, au début, de toute façon, ils veulent pas vendre, mais au bout d'un moment, ok, d'accord, on va vendre. Bon, mais ils sont où les plans? Et là, la Los Angeles Water City Company, on fait le Los Angeles City Water Company, on fait ouais, c'est vrai, ça, ils sont où les plans? Et donc, ils se tournent vers William Mulholland en tant que superintendant ingénieur. Ils sont où les plans? Et William Mulholland, il dit bah, que ouais, plan, pas besoin de plans. C'est au pif. Si, un petit peu quand même, il faut des plans. Et lui, il fait bah non, moi j'ai tout dans ma tête, c'est bon, pas de problème, hein. Alors là, tout le monde se tourne vers Mulholland en lui disant c'est gentil ton truc, là, mais il va falloir que tu le prouves hein, quand même. Parce que là, ça fait 4 ans qu'on est en train de faire des procès. Des procès, ça commence à coûter cher tout ça. Et William Mulholland, il dit bah, pas de problème, suivez-moi. Et de tête, il arrive à leur montrer où sont toutes les canalisations, le diamètre de chaque canalisation, le débit qui passe dedans et tout. Il a effectivement tout mémorisé. Ok. Voilà. Et à la fin de la visite, paf, il prend un bus. Il se prend un bus. Non, mais il est toujours là. Voilà, bon, bah. Mais donc, quand finalement on arrive à se mettre d'accord, dans le prix du rachat du réseau, il y a aussi le rachat de Mulholland. Parce qu'on est obligé de le garder, quoi. Cela dit, Mulholland, il s'en fout. Lui, tant qu'il peut creuser des puits... Voilà, il est content. Hein. Travailler pour le privé ou pour le public, pour lui, ça revient au même. Donc, fini l'égoïsme éclairé, bonjour le communisme pragmatique. L'approvisionnement en eau de la ville est public. La ville va changer sa charte pour créer un comité des commissaires de l'eau qui ne seront pas élus pour éviter les problèmes politiques, etc. Et pour interdire la vente des droits sur l'eau et de l'eau excédentaire en dehors des limites de la ville de Los Angeles. Ça va avoir son importance pour plus tard. Mais pourquoi ça serait mieux qu'ils ne soient pas élus? Parce que s'ils sont élus, ils peuvent faire campagne sur « Ah non, il faut privatiser des trucs comme ça. D'accord. Mais s'ils sont pas élus, ça peut être juste des mecs qui sont foutus là pour leur faire plaisir. Ce qui est un peu le cas, en pratique. Mais comme c'est un comité, ils sont plusieurs, on se dit que ça annule un peu le truc. Comme ce qui se passe avec Disney en ce moment, quoi. Ouais, plus ou moins. Mais bon, là, en gros, en changeant leur charte, il y a une des clauses dans la charte aussi, c'est que l'approvisionnement en eau de Los Angeles ne peut plus être privatisé. Oui. C'est interdit. Bon. Mulholland est nommé donc superintendant du nouveau Los Angeles Water Department, qui remplace la compagnie, avec pour première mission de cartographier et de mettre par écrit les choses, parce que t'es pas immortel, mec, donc ça serait quand même con. Puis, si possible, d'améliorer un petit peu tout ça. William Mulholland s'y attelle avec enthousiasme, donc il fait les plans, il étend le réseau de canalisation, il le modernise, il crée des pompes, des réservoirs, il va baisser les tarifs pour le consommateur de plus de 50%. Ouais, c'est pas mal. Et les effets sont immédiats, parce que le nombre de logements reliés au réseau explose, donc le nombre de consommateurs aussi, et malgré les prix réduits, en fait, le Los Angeles Water Department génère 1,5 million de dollars de profit pendant ses 4 premières années d'existence. D'accord. Donc ça valait le coup de le racheter 3 millions à la limite. Finalement, oui. L'un dans l'autre, ça va. Sauf que la population de Los Angeles continue à augmenter et la LA River ne fait toujours aucun effort et tout le monde continue à prendre des douches tous les jours. Enfin bref. En 1870 ?
Non, bah non, là, on est en 1904. En 1904, tout le Bon, monde peut-être prend... pas tous les jours, mais bref, les gens utilisent de l'eau, quoi. Et donc, en 1904, Mulholland prévient ses supérieurs qu'à un moment donné, va falloir trouver une autre source d'approvisionnement, parce que sinon, il a beau être bon dans son taf, il peut pas multiplier l'eau non plus, hein. C'est pas Jésus, et ni un druide de niveau 30. Ou un... Hein, C'est quoi dans Prophétie un, un mage de la sphère de l'eau, Voilà. de l'océan, Un mage du dragon de l'océan. un mage d'Ozir. C'est ça. Et c'est là que revient sur scène Frédéric Eaton. Parce que lui aussi, il s'inquiète du futur de l'approvisionnement en eau de sa ville. Enfin, sa ville, il était maire que 2 ans, mais on se comprend. Mais c'est chez lui, quoi. C'est dans son cœur. Voilà. Et à la différence des autres, il a une solution pratique. Enfin, envisageable. Dans les années 1890, lors d'une petite randonnée camping, dans la Sierra Nevada, il passe par Owen Valley, où coule la Owen River, qui se jette dans le Owens Lake. Du nom de Dick Owens, un explorateur qui, paradoxalement, n'a jamais foutu les pieds dans cette vallée. Mais bref. La région, on est dans la Sierra Nevada, on est dans le Grand Bassin, on n'est pas loin du désert du Morave. C'est un poil aride, mais grâce à cette rivière et à ce lac, la Owens Valley est plutôt fertile, relativement parlant. Mais il n'y a personne et donc ça sert à rien. Il n'y a pas grand monde. Il y a des Indiens qui vivent là depuis des temps mémoriaux. Non, mais il y a aussi des pionniers, une communauté de ranchers, en fait, qui ont installé leur ranch. Pareil, hein, ils n'ont pas fait beaucoup d'irrigation parce que, bon, bah, y a de l'herbe qui pousse, tu mets des vaches, ok, ça marche. On est à un peu plus de 300 bornes de Los Angeles, mais comme la Owens Valley est à 1200 mètres d'altitude, Eaton se dit qu'avec la gravité, ça va suffire à amener l'eau jusqu'à Los Angeles. Il se fait confirmer ça par plusieurs experts, dont Mulholland, qui l'emmène en fait en trek jusqu'à la Owens Valley. Trek pendant lequel la légende veut qu'ils aient pas bu beaucoup d'eau, parce que plus tard, quand on va effectivement construire un aqueduc entre la Owens Valley et la Los Angeles River, chez les ouvriers, quand on sait plus trop par où il faut aller, on se dit qu'il suffit de suivre les cadavres de bouteilles de gnôle que les 2 mecs ont bu sur le chemin. Bref. Et ils se sont pas un peu rapprochés? Alors, ils sont très potes pendant très longtemps. Ils vont rester très potes. Ils sont colocataires, d'ailleurs. Non, ils sont tous les 2 mariés. Ils ont tous les 2 des enfants. Non, ils ont le même âge. Mais ils sont de caractères diamétralement opposés. C'est-à-dire que Eaton, c'est un vrai politicien, il est charismatique, c'est un fils de riche, il sait comment se comporter, etc. Mulholland, c'est un peu un autiste, quoi. Par la personne, il aime pas écrire. Lui, ce qui l'intéresse, c'est faire de l'ingénierie. Et trouver de l'eau. Et après, il l'a dans la tête. Voilà, c'est un peu ça. Alors tout ça se fait le plus discrètement possible parce que Fred Eaton, alors c'est pas un philanthrope déjà, il espère bien racheter les terres et les droits sur l'eau de la Owens Valley pour faire un peu de profit. Et il a un petit peu peur des autres égoïstes éclairés qui pourraient lui damer le pion, notamment parce qu'ils ont un petit peu plus de capital que lui. Parce qu'il a beau être bien né, il n'est pas non plus richissime. Donc tout ça, secret. Sauf qu'en 1904, un autre joueur aux poches infiniment profondes entre sur le terrain. Rockefeller ? Le gouvernement fédéral. Parce qu'en fait, 2 ans plus tôt, notre ami Teddy Roosevelt a signé le Reclamation Act, qui crée le Bureau of Reclamation, qui a pour but de lancer des grands travaux d'irrigation dans l'Ouest américain, qui est quand même très aride, quoi. Oui. On a fini la reconstruction après la guerre de sécession, tout ça, ça commence à bien marcher. On se dit qu'il faut développer l'Ouest. Notamment pour y développer l'agriculture, pour qu'il y ait des gens qui viennent et que ça soit un peu moins un désert, quoi. A posteriori, c'est quand même un succès total. Le Bureau of Reclamation, là, il va permettre la construction de plus de 600 barrages, l'irrigation de 40 000 km² de terre, qui produiront 60% des légumes du pays, soit 4 salades. Non, je déconne, mais... c'est tout ce que... Enfin si, c'est les salades et les tomates que tu mets dans les burgers. Non, mais donc c'est un vrai succès, a posteriori, plus tard, le Reclamation Act. Mais là, en l'occurrence, pour les plans de Fred Eaton, c'est un peu un problème. Parce que le bureau of Reclamation, là, s'intéresse à la Owens Valley. Et que leur but, c'est pas de remplir les piscines d'Hollywood, c'est d'irriguer sur place. C'est pas de faire des aqueducs de 300 bornes de long. Heureusement, Eaton, il est malin. Et il peut compter sur 2 atouts de l'égoïste éclairé, le pantouflage et le conflit d'intérêts. Les 2 mamelles de la société. Voilà, c'est ça. Et il a un petit peu de chance.
Parce que pour faire son étude sur la Owens Valley, le Bureau of Reclamation engage un certain Joseph Lippincott, ingénieur de formation, alors lui pour le coup pas autodidacte, il est allé à l'université et tout, et consultant spécialisé dans les projets hydrauliques. Il avait déjà travaillé avec Eaton et Los Angeles au moment de la municipalisation pour dire oui non on peut faire mieux, la compagnie là elle fait n'importe quoi. Et donc quand Lippincott est nommé au bureau des réclamations, Eaton vient le voir avec son projet d'aqueduc entre la Owens Valley et Los Angeles, et Lippincott n'est pas très difficile à convaincre. Et pas cher, quoi. Bah, faut voir. En fait, Lippincott, il est payé $4 500 par an par le Bureau of Reclamation et $2 500 par mission par la ville de Los Angeles, qui lui en donne plusieurs. Parce que donc Eaton s'arrange pour que Los Angeles engage Lippincott comme consultant. Bah, c'est dans leur intérêt aussi. À Los Angeles ? Oui. Ah oui, tout à fait. D'avoir de l'eau. Oui. Et Lippincott, en retour, s'arrange pour faire engager Eaton par le Bureau of Reclamation pour que ça soit Eaton lui-même qui aille dans la Owens Valley pour faire du porte-à-porte et pour dire « Hey, qu'est-ce que vous faites de votre terre et du bout de rivière qui passe à travers ?» En pratique, Eaton, il bosse comme consultant aussi pour le Bureau of Reclamation. Donc quand il va faire du porte-à-porte, c'est pas pour le Bureau of Reclamation, mais personne ne lui pose des questions. Puis les gens de la Owens Valley sont au courant que le Bureau of Reclamation s'intéresse à leur vallée. Et donc, ils disent « Oui, bah entrez, monsieur, ouais, parlons-en. Bien, oui, on peut peut-être gérer quelque chose, faut voir. » Mais pour que le plan d'Eaton fonctionne, il faut aussi que le projet d'aqueduc soit approuvé et financé par la ville. Parce que il 300... Il va pas le faire tout seul, quoi. Bah, il n'a pas les moyens, déjà. Parce que là, on parle de $25 millions, quand même. Ouais. C'est beaucoup à l'époque. Et puis, encore une fois, Eaton, il est riche, mais il n'est pas richissime, quoi. Et donc, pour que ce projet soit approuvé et financé par la ville, c'est Mulholland qui s'y colle. D'abord, il va rédiger un projet technique de faisabilité. 25 millions de dollars, mais vu tout ce qu'il a fait pour Los Angeles, la ville dit oui, ok, d'accord, on te croit, William. Tout ce que tu dis, clairement, t'es le maître de l'eau, donc ça va. En revanche, pour financer, c'est un peu plus compliqué, parce que 25 millions de dollars, c'est quand même beaucoup. Ils n'ont pas essayé la danse de la pluie à un moment ? Peut-être. Et notamment parce qu'il faut essayer de financer ça un peu discrètement, pour éviter les spéculateurs sur les terres dans la Owens Valley, mais sur le trajet aussi. Donc il faut essayer de faire ça un petit peu discrètement. Et le Los Angeles Water Department a beau faire des profits, pas 25 millions de dollars, donc à un moment donné, il va falloir faire un prêt. Or, pour que la ville puisse faire un prêt, il faut qu'il y ait un vote. Pour que le vote réussisse, il faut que la population soit dedans, quoi. Et donc Mulholland va se lancer dans une campagne de presse où, à longueur d'articles et d'interviews, il va faire monter la peur de la sécheresse à Los Angeles. En exagérant complètement les chiffres, en disant « Mais regardez, l'année dernière, il y a eu une sécheresse incroyable ». Il est aidé là-dedans par le propriétaire du LA Times, qui fait partie d'un syndicat de propriétaires terriens de la San Fernando Valley, qui espère bien que le projet réussisse pour que leur terre prenne un peu de valeur. Voilà. Parce que comme on n'a pas encore inventé le porno, il n'y a rien à faire dans la vallée. Pour ceux qui ne connaissent pas San Fernando Valley, c'est la vallée du porno. Ouais. C'est la vallée du porno. C'est là où sont tournés la majorité du porno américain. Ouais. Donc il y a cette campagne de presse. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a un autre journal à Los Angeles qui appartient à Hearst, dont on a déjà parlé, qui sait un petit peu ce qui est en train de se passer et qui essaye de démonter toutes les affirmations de Mulholland et de révéler ce que fait Eaton dans la Owens Valley. Ils vont prétendre que Mulholland a vidé les réservoirs d'eau de la ville dans l'océan pour provoquer une sécheresse. Bon, a priori, ça c'est faux. Mais, donc eux aussi, ils y vont de bonne foi, quoi. Oui, tout le monde est de très bonne foi dans cette histoire. Il n'y a aucun problème. Et tout le monde fait ça pour des motifs nobles. Voilà. Enfin, ce qui est avéré, c'est que Mulholland a trafiqué les chiffres. Et d'ailleurs, plus tard, une fois que tout sera accepté, il va revenir sur ses machins puis il va changer. Non, moi, j'ai rien fait. Bref, en 1905, une première campagne de bons du Trésor est lancée par la ville, ce qui permet l'achat des terres dans la Owens Valley, que Eaton offre généreusement de mettre à son nom pour garder le secret, parce que il est comme ça, lui, c'est tout pour sa ville. Et avec le soutien de Teddy Roosevelt, Los Angeles va obtenir l'autorisation de traverser les terres fédérales sur le tracé du futur aqueduc. Et donc, en 1907, les travaux peuvent commencer.
Ils dureront jusqu'en 1913. Ils vont employer jusqu'à 6000 personnes, dont 3900 ouvriers en même temps. Ils vont nécessiter l'achat par la ville de 5 carrières de calcaire, la construction de 3 usines de ciment, de 190 km de voies ferrées, de 164 tunnels pour 70 km de long, 2 centrales hydroélectriques, 800 km de route, 390 km de lignes téléphoniques et 6 réservoirs. Boum. L'aqueduc, une fois fini, fait en tout 375 km entre la Owens River et le Lower San Fernando Reservoir, donc qui est dans la San Fernando Valley. Donc le syndicat a fait du profit, ça, il n'y a pas de problème pour eux. Et effectivement, l'eau, il n'y a pas de pompe, c'est que la gravité qui amène l'eau jusqu'à Los Angeles. À l'inauguration de l'aqueduc le 5 novembre 1913, Mulholland va déclarer dans un bref discours « Je vous avais promis de l'eau, la voilà, prenez-la. » Orateur. C'est un orateur, c'est clairement... voilà. Le succès est total pour tous les acteurs concernés. Mulholland devient la star des ingénieurs hydrauliques. Eaton a revendu à la ville les droits de l'eau de la Owens River pour une somme tout à fait raisonnable, mais il a gardé les terres et les vaches qui étaient dessus pour se faire un petit empire de ranch. De la vache. De la vache. Bon, sauf que comme il n'est pas ranchero à la base, ça va se péter la gueule quelques années plus tard. Et voilà. Le syndicat des propriétaires, donc, ils ont gagné leur pari. À ceci près, cela dit, pour le syndicat des propriétaires, que la charte de Los Angeles qu'ils avaient changée là, pour dire on n'a pas le droit de vendre de l'eau à l'extérieur des limites de la ville, ça leur empêche d'irriguer la San Fernando Valley. Qu'à cela ne tienne, il suffit d'auto-annexer la San Fernando Valley à Los Angeles. Ce qu'ils font. Ce qui fait de Los Angeles la plus grande ville des États-Unis en surface. Et alors, si vous allez sur Google Maps, par exemple, vous mettez Los Angeles, les limites de la ville sont très étranges, parce que donc on a un carré un peu au milieu, et puis cette extension dans la San Fernando Valley, ça date de cette époque-là. C'est une superficie comparable à la Hollande. Ah oui, c'est immense. C'est immense. Et à l'époque, donc c'est en 1920, dans les années 1920, qu'ils annexent toute la San Fernando Valley, il n'y a presque rien. Mais bon, ça fait partie. Et puis il y a des petites poches qui ne sont pas annexées. West Hollywood ne fait pas partie de Los Angeles, par exemple. Oui. Les Américains, Bref, tout le monde est heureux, ils vécurent longtemps, ils eurent beaucoup d'enfants, et puis voilà. Non. non, c'est pas vrai. En fait, tout a bien marché pour tout le monde qui est à Los Angeles, mais pour les gens de la Owens Valley, c'était pas beaucoup, mais enfin quand même. Ils ont plus d'eau. Ça marche beaucoup moins bien, effectivement, parce qu'ils se rendent vite compte qu'ils se sont fait un peu entuber. D'abord, parce que pour les convaincre de vendre, Eaton leur avait promis que Los Angeles prendrait pas toute l'eau de la Owens River. Mais limite, qui ponctionnerait juste une infime partie, que ça se verrait pas, quoi. Bon. Voilà. Sauf que Los Angeles finit par racheter toutes les terres qui sont au bord de la rivière et par détourner 90% du débit de la Owens River. Ce qui fait que la rivière ne suffit plus à remplir le Owens Lake, qui s'assèche complètement. Dès 1924, il n'y a plus une goutte d'eau dans le Owens Lake. Sachant qu'on est donc dans ce qu'on appelle le Great Basin, le grand bassin aux États-Unis, où il y a beaucoup de rivières qui partent de la Sierra Nevada, des Rocheuses, etc., mais qui ne vont pas jusqu'à l'océan. Elles s'arrêtent dans des bassins où elles forment des lacs, et c'est tout. Ça s'arrête là. Bref, le Owens Lake disparaît. Et comme on est donc, je l'ai dit, pas loin de la vallée de la mort, Salt Lake City, tout ça, et on se rend compte qu'en bas du lac, il y avait du sel. Et que le sel, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour faire pousser des trucs. Pour faire pousser des trucs. Que maintenant... Mais ça vaut un peu d'argent, le sel. Ouais, mais à l'époque, pas trop. mais on n'est plus au Moyen-Âge. Voilà, c'est ça. Et puis, on est dans une vallée au milieu de la Sierra Nevada. Pas non plus hyper facile d'accès. Ce qui fait que dès qu'il y a un petit peu de vent, il y a des tempêtes de poussière incroyables. Et que ce sel du Owens Lake contient des éléments légèrement nocifs comme le cadmium, le nickel ou l'arsenic. Cool. Ce qui provoque une épidémie de maladies respiratoires. Bref, c'est pas top pour les habitants de la Owens Valley qui, dès 1924, vont se rebeller contre Los Angeles, et notamment en dynamitant les bouts de l'aqueduc. Notamment la ponction. Oui. Qui vont dynamiter plusieurs fois. Cette guerre de l'eau, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle aux États-Unis, la Californie Water War, durera jusqu'en 1927, quand la banque des leaders de la résistance fait faillite
et que ses propriétaires sont arrêtés pour détournement de fonds. Pendant leur procès, ils vont dire non, mais on a tout fait ça pour la résistance, je vous jure, c'était pas pour l'enrichissement personnel. Mais bon, bref, presque tout le monde fait faillite, du coup, presque tout le monde se barre. Donc tout le monde s'en fout aujourd'hui. Voilà. Non, aujourd'hui, il y a encore un peu des procès. Dans les années 90 et 2000, il y a une série d'actions judiciaires qui a forcé la ville de Los Angeles à laisser suffisamment d'eau se déverser dans le Owens Lake pour éviter les tempêtes de sable. Donc, à la place d'un désert de sel complètement sec, c'est de la et boue. d'un lac, on a une espèce de boue, qui est Marais. toujours cancérigène. Et avec maintenant, on a des moustiques. Et en plus, on a des moustiques. C'est cool. L'histoire tourne aussi un peu au vinaigre pour Ethan et Mulholland. D'abord parce qu'ils s'engueulent au point de plus jamais s'adresser la parole. À propos de l'emplacement d'un réservoir, Ethan espérant qu'il soit construit sur les terres qu'il a achetées, parce que bon, il faut bien faire un peu de profit. Et Mulholland ayant la spéculation en horreur sans tête à refuser et à le mettre ailleurs, le réservoir. Et comme je l'ai dit, Mulholland est devenu la star des ingénieurs hydrauliques. Hein. Il a l'université de Berkeley va lui filer un doctorat honoris causa. La presse le voit comme favori pour la mairie de Los Angeles, ce à quoi il répond « Je préférerais accoucher d'un porc-épic par le cul ». Alors, le porc-épic qui sort par le cul. Si Oui. vous voyez ce que c'est qu'un porc-épic, enfin, dans quel sens vont les pics, Oui. ça doit faire mal. Et les plus grandes villes de Californie s'arrachent ces services pour leurs propres problèmes d'eau. Parce qu'il n'y a pas que Los Angeles. Oui. Hein. Oui, dans toute la Californie, globalement, il n'y a pas d'eau. C'est un problème. Et tous ces succès le rendent un peu vaniteux et un peu imprudent. En 1918, un barrage qu'il a construit pour San Francisco s'écroule en partie, heureusement sans conséquences dramatiques parce que le réservoir derrière n'était pas plein. En revanche, le 12 mars 1928, quand le barrage de Saint-Francis, qu'il a construit donc pour pour éviter que Eaton puisse faire un réservoir sur ses terres, donc quand ce barrage s'écroule lui aussi, 47 millions de mètres cubes d'eau se déversent d'un coup dans le San Francisquito Canyon et la rivière Santa Clara qui coule derrière, provoquant la mort de 431 personnes et des millions de dollars de dégâts. Mulholland ayant non seulement supervisé la construction du barrage, mais... Il l'a fait lui-même. Non, parce qu'à l'époque, il est consultant. Mais donc, il a supervisé la construction du barrage en tant que consultant et il l'a inspecté 12 heures avant la catastrophe pour dire « C'est bon, ouais, il y a quelques fuites, mais c'est normal, les gars, vous y connaissez rien en barrage, laissez tomber. » Bon, il est un peu considéré comme responsable de cette histoire. Il en accepte l'entière responsabilité, hein, d'ailleurs, il n'essaye pas de se cacher. Cela dit, pendant les commissions d'enquête qui vont suivre, les gens qui décident vont conclure que malgré, certes, des erreurs de jugement, il n'y avait pas une volonté de nuire. Voilà, c'est une erreur. Ni vraiment négligence, on ne pouvait pas savoir. Et puis il a fait beaucoup, et puis 430 personnes. Est-ce que... Voilà. Dedans, il y avait des enfants. Oui, c'est pas très grave. Donc, Mulholland n'est pas poursuivi en justice. Cela dit, sa fierté est définitivement brisée et il passera les dernières années de sa vie dans un isolement presque total. Et il va mourir en 1935, un an après Eaton. Noyé. Non, d'une crise cardiaque, je crois. Après ce premier aqueduc, qui est à l'époque des records, hein, c'est le plus long aqueduc du monde et tout. Enfin bon. Il y en a un deuxième qui va être construit entre la Owens Valley et Los Angeles dans les années 50. Dans les années 30, on va en construire un autre pour amener l'eau du fleuve Colorado vers la Californie du Sud et Los Angeles principalement. Aujourd'hui, les mecs dans le Colorado, ils font « Eh mais attendez, le fleuve, il s'appelle Colorado, c'est pas pour qu'on amène de l'eau en Californie. » Donc il y a une grosse bagarre entre le Nevada, la Californie et le Colorado. Et dans les années 60, le California Aqueduct, qui fait 489 km de long, est construit pour amener de l'eau de la rivière Sacramento vers Los Angeles. Sacramento, c'est tout au nord de la Californie, pour ceux qui ne savent pas. C'est la capitale de la Californie. Aussi. On a encore suffisamment d'eau pour Los Angeles. Au moment de l'ouverture du premier aqueduc, Mulholland, il avait calculé qu'on pouvait multiplier la population de la ville par 4 et qu'on serait toujours peinard. Aujourd'hui, on est un peu moins peinard, rapport au réchauffement climatique et à l'expansion un peu incontrôlée de Los Angeles.
Alors, en plus, les incendies en Californie, mais à Los Angeles, il est interdit d'arroser sa pelouse, par exemple. Mais oui, parce que ce qu'il faut voir pour les gens qui ne connaissent pas très bien Los Angeles, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer une ville comme Paris, comme New York. Oui, non. Non, Los Angeles, c'est une gigantesque banlieue. Ouais. Donc, où chacun a un jardin, donc il faut voir ça plutôt comme un truc très pavillonnaire. Et donc, chacun a son petit jardin qu'il arrose, et il y a beaucoup d'herbes à Los Angeles. Alors que normalement, il ne devrait pas. Alors, ça reste un climat semi-aride, voire ça se transforme en désert maintenant. Et donc, les problèmes d'eau de Los Angeles vont recommencer. Malgré le fait que c'est une des villes les plus riches du monde, il y a un moment donné, ça va poser problème. Et pour revenir à l'UNICEF, qui pour l'instant ne s'intéresse pas trop à Los Angeles, mais à des pays plus à risque de sécheresse, etc. Et pour revenir à Jean-Claude Van Damme, dans 20-30 ans de l'eau, il n'y en aura plus beaucoup. J'espère que non. Mais pour aider les gens qui sont vraiment en galère... Oui, n'hésitez pas à participer avec nous, à aider l'UNICEF. Vous pouvez aller le faire en allant sur leur site internet. Vous leur dites que vous venez de notre part. Ils savent. Ils savent qui on est. Ils savent qui on est. Pas de problème. Sinon, vous pouvez le faire aussi via le site du Podcaston. Voilà, podcaston.org. Et c'est important. L'eau, moi, je voulais juste dire, je sais que il y a un contre-exemple un peu moderne qui est le Las Vegas. Oui, qui est étonnamment qui est une des villes les autonome. plus économes en eau. Alors, c'est au milieu d'un désert, mais c'est hyper économe. Ils ont tout... donc, il y a peut-être un petit peu d'espoir. Quand on a les moyens, oui, on peut recycler plein de trucs et tout. Quand on a les moyens et qu'on veut les mettre. Et la volonté. Certes. Las Vegas, au moins, ils ont les moyens. Oui. Donc, pour ceux qui n'ont pas les moyens, allez vers le site de l'UNICEF. Voilà. Et coupez l'eau quand vous vous lavez les dents et prenez les douches à plusieurs. Enfin bon, peut-être ça. Oui. Les toilettes sèches. Moi, je voulais parler d'un autre sujet. Je voulais parler de Catherine et de quelques-unes de ses relations. Enfin, une en particulier. Donc, on retourne en Russie. On retourne en Russie. Alors, on va commencer en Prusse, puisque Catherine est née en Prusse en 1729, sous le nom de Sophie Friedrich Auguste von Anhalt-Zerbst. C'est pratique à prononcer. Comme voilà. C'est des noms de... C'est des noms de Prussiens. C'est des noms de Prussiens nobles. Et elle est devenue impératrice en 1762 après avoir organisé un petit coup d'État pour renverser son mari, qui était Pierre III. Donc elle a gouverné, en gros, elle a gouverné 34 ans, la Russie, jusqu'en 1796. Donc Catherine, elle est connue pour être une femme hyper intelligente, éduquée, cultivée, qui a travaillé dur pour moderniser la Russie, et aussi pour renforcer la place de la Russie dans le monde en tant que grande puissance, comme une puissance qui compte. C'est l'apogée de la Russie, c'est la despote éclairée, quoi. C'est ça, elle a fondé de nombreuses écoles, des universités, des musées, des bibliothèques. Elle a promu les arts, les sciences, et elle a mené une politique étrangère ambitieuse qui a permis à la Russie de s'étendre considérablement. L'autre aspect de Catherine, c'est qu'elle est aussi connue pour son appétit sexuel insatiable. Paraît-il. Voilà, qu'elle avait une longue liste d'amants, dont plusieurs jeunes officiers de l'armée russe. Faut bien que ça serve. Mais pas que. Elle a aussi des relations, par exemple, avec une personne qu'elle aime beaucoup, qui fait partie de ses favorites, la princesse Ekaterina Vorontsova-Dashkova. Écoute, pas de problème. Voilà, donc on n'est pas difficile du côté de Catherine. Cependant, il y a un homme que Catherine a désiré plus que tout au monde. Et ça va peut-être étonner, mais c'est un Français qui s'appelle Voltaire. Ah oui, le fameux. Le fameux. Quand tu vois, despote éclairé, parce que moi j'ai un souvenir quand on a fait les Lumières en histoire au lycée, il y a Voltaire qui est parti en Russie. Donc elle a lu toutes ses œuvres avec admiration depuis sa jeunesse et a été convaincue que c'est l'un des mecs les plus brillants, c'est la star du moment. Et donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle veut l'inviter en Russie. À la fois pour bénéficier de ses conseils et peut-être plus si affinité. Elle est sapiosexuelle. C'est ça. Donc en 1763, Catherine envoie une lettre à Voltaire dans laquelle elle l'invitait à venir en Russie pour devenir son conseiller privé. Donc Voltaire, à ce moment-là, il a de l'expérience. Il a 69 ans. Ah oui. Et elle en a combien ? Et elle, elle en a 34. Ouais, bon.
Ouais, voilà, ça passe. La moitié plus 7. Bon, allez, majeur. Ouais, voilà, voilà. Donc, Catherine envoie une escorte des soldats russes pour accompagner Voltaire en Russie. Et il arrive en Saint-Pétersbourg en 64. Donc, elle l'accueille avec enthousiasme. Elle l'installe dans une belle maison à côté de chez lui. Et elle va donner des instructions pour qu'elle reçoive une pension annuelle de à peu près 25 000 livres. C'est beaucoup, ça, non? C'est beaucoup. Avec plein d'autres avantages. Elle n'est pas pingre. Et d'ailleurs, Voltaire va être assez touché de la générosité de Catherine. Parce que la philosophie, c'est bien, mais à un moment donné, il faut Voilà. payer les factures, quand même. Mais il découvre assez vite que sa nouvelle vie a des attentes un peu plus élevées que simplement un logement confortable et une pension confortable. Donc Catherine voudrait qu'il devienne son conseiller personnel, qu'il l'aide dans la modernisation de la Russie, qu'il écrive aussi des pamphlets pour promouvoir un petit peu son régime. Voltaire, lui, il se laisse pas avoir comme ça, hein. C'est un esprit indépendant, c'est un esprit critique. C'est français. C'est français, monsieur. Et il a rapidement commencé à exprimer des petits désaccords politiques avec Catherine. Mm-hmm. Notamment sur les questions de l'agressivité de sa politique étrangère et sur sa politique de restriction des libertés religieuses, Ouais. dont il n'est pas complètement fan. Et du côté de sa conduite personnelle, là aussi, il va avoir quelques réserves. Disons qu'il va se mettre à critiquer ouvertement le fait d'être entouré tout le temps de jeunes officiers et les orgies. Ouais, parce que les Lumières, avec tous leurs trucs de oui, la liberté, tout ça, c'est un peu plus dit bon, Ouais, hein, voilà. Catherine, elle l'apprécie pas forcément. Donc elle est assez vite irritée par les critiques de Voltaire, mais d'un côté, c'est Voltaire. Ouais, et puis elle veut toujours Donc elle veut le garder, quoi. Elle essaye de le flatter, de le convaincre de changer d'avis. Donc elle va lui offrir des cadeaux, des honneurs. Notamment, elle va demander à Voltaire d'écrire une pièce de théâtre pour célébrer la victoire de la Russie sur la Pologne, qui avait été annexée par la Russie en 1772. Voltaire accepte et écrit une pièce intitulée La princesse de Navarre. Ok. Elle est de Navarre, Catherine? Non. Ah ouais, Qui a été représentée en grande pompe. Donc, ça y est, on a le théâtre. Même après cela, Voltaire va quand même continuer à critiquer la politique de Catherine et il va s'opposer à plusieurs de ses projets de réforme, notamment l'expansion de l'Empire russe en Crimée. Encore et toujours. Encore et toujours, il y a un problème. Hein. La Crimée qui est encore à ce moment-là ottomane. Mm-hmm. Finalement, Catherine a décidé qu'elle en avait assez de ses critiques et qu'elle allait devoir se séparer de lui. Donc, en 1778, elle envoie une lettre à Voltaire, dans laquelle elle dit merci beaucoup. Elle le remercie littéralement. Ah oui. Merci beaucoup, mais maintenant, cassez-vous. Et maintenant, il va falloir partir. Voltaire, malgré ses critiques et tout ça, il prend pas très bien la chose, mais bon, en même temps... En même temps, quand t'es invité dans un pays et que la reine te dit casse-toi. Casse-toi. Donc, il quitte la Russie en 1778, en novembre, et avec lui, il emportera des cadeaux, des souvenirs de Catherine. Malgré leur rupture, Catherine va continuer à admirer Voltaire, va continuer à faire la promotion de l'œuvre de Voltaire en Russie. Notamment, elle va créer une bibliothèque spéciale pour ses œuvres. Elle va encourager aussi les écrivains russes en disant « regardez, c'est... Vous voulez pas faire comme lui, là? Un peu comme lui ». On a gardé la correspondance entre Catherine et Voltaire et on peut, quand on la lit, voir un peu l'étendue de leur amitié. Mais aussi les limites et les difficultés de concilier finalement ses intérêts personnels et les idéaux politiques. Alors, pourquoi je parle de ça ? En fait, je parle de ça parce que c'est une chronique qui n'a pas été très compliquée, puisque c'est pas moi qui l'ai écrite. C'est Voltaire? Non, c'est pas Voltaire. C'est une intelligence artificielle. Sérieux? Ouais. Bien, ouais. Donc je ne sais pas là-dedans ce qui est vrai. Volontairement, je ne sais pas ce qui est vrai ou pas. Je ne sais pas si cette pièce existe. Mais quand on demande à ChatGPT, écris-moi une chronique sur un fait divers historique peu connu en à peu près 3000 mots, voilà ce qu'il peut donner. Ils ont choisi, l'IA a choisi Catherine II et Voltaire. Oui. Ok. Je lui ai rien demandé de plus que je veux une anecdote historique. Eh ben, merde, ça veut dire que même le podcast, ils peuvent faire. Voilà, prochaine étape, on fait la même avec un deepfake de nos voix. Comme ça, tac. Comme ça, on peut produire autant qu'on veut. Ouais, vous allez avoir un épisode de la confiture tous les 3 jours.
Ça n'a pas traîné. Voilà, ce que ça veut dire, c'est méfiez-vous de ce que vous écoutez. A priori, Catherine II et Voltaire sont bien connus et Voltaire est bien allé en Russie. Oui, mais la princesse de Navarre, par exemple, j'ai aucune idée si cette pièce existe ou pas. Vous nous direz. Vérifiez, puis vous nous direz. Vous nous direz, par exemple, sur Discord. Voilà. Ou vous nous direz via la messagerie de Patreon, si vous voulez soutenir le podcast. N'oubliez pas de soutenir l'UNICEF, ça nous ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois.